Bienvenue à Strasbourg pour ce nouveau numéro d'Europe Hebdo. Nous sommes comme toujours au cœur du Parlement européen. Et dans cette émission, Katia, nous irons au Portugal, un pays qui craint particulièrement l'année 2011, un pays qui souffre et un pays qui doute de l'Europe. L'actualité qui est aussi très politique. Faut-il laisser le Premier ministre hongrois Viktor Orban à la tête de l'Europe? C'est la question de la semaine posée par Nora Hamadi. Son credo, empêcher les médias de dire n'importe quoi. Il faut dire que la presse hongroise est un tantinet insolente et effrontée, non? Et pour cela, il se dit prêt au combat. Son arme, une loi liberticide qui risque de museler les médias et une politique économique très protectionniste. Martial Viktor Orban, il se dit prêt à en découdre pour une Europe forte. Des milliers de Hongrois ont manifesté contre ce texte et la reprise en main des institutions. Pas assez pour le faire reculer. Nationalistes, populistes, conservateurs, autoritaires, les qualificatifs de charme ne manquent pas pour définir le Premier ministre. Hic, ce petit Poutine, comme certains aiment à le nommer, à la tête d'une dictature molle, vient de prendre la présidence tournante de l'Union européenne. Et même José Manuel Barroso semble avoir un peu de mal à le justifier. La Hongrie est un pays démocratique. La Hongrie a connu il n'y a pas si longtemps des régimes totalitaires. Le Premier ministre Orban lui-même s'est battu contre ces régimes. Du côté de Bruxelles, on est, comment dire, quelque peu embarrassé. Il faut dire que si la Hongrie n'était pas déjà dans l'Union, eh bien avec une législation pareille, aucune chance d'y entrer. Alors de là en assurer la présidence. La France, l'Allemagne ou encore le Luxembourg tirent à boulet rouge sur cet encombrant président. Mais pourquoi faire? On ne va pas réviser les traités européens pour cela, non? Déjà qu'on les modifie pour intégrer des sanctions aux mauvais élèves en économie, alors pour les mauvais élèves en démocratie, que faire? Faut-il laisser Viktor Orban à la tête de l'Europe? Alors nous sommes avec Martin Schulz, président du groupe socialiste et démocrate ici au Parlement européen. Alors répondez à notre question, faut-il laisser Viktor Orban à la tête de l'Union européenne? S'il respecte les règles de l'Union, oui. S'il ne respecte pas, non. Et ça, c'est une question qui est en cours. Aujourd'hui, dans les débats qu'on a eus au Parlement, on l'a rappelé que lui-même, en tant que président en exercice, doit protéger et défendre les droits de la communauté. Une telle présidence hongroise peut nuire à l'image de l'Europe? C'est une question qui est difficile à répondre aujourd'hui. Je préfère tirer le bilan à la fin de la présidence hongroise. Il y a une chose qui est primordiale. Il y a cette loi média qu'il faut modifier et je l'ai recommandé de le retirer et de ne pas attendre jusqu'à la Commission a évalué, d'introduire immédiatement une autre loi plus compatible avec les règles fondamentaux de l'Union européenne. En clair, vous avez écrit à Viktor Orban pour lui demander de faire changer ou de retirer cette loi. Il vous a répondu? On a, après ma lettre, il m'a invité à une rencontre qui a eu lieu ici au Parlement européen. C'était très poli, mais aussi très ferme de mon côté. Aussi, j'avoue, de la sienne. Encore une fois, il faut dire, le président en exercice, la présidence tournante à l'Union européenne a un devoir, c'est protéger et défendre les valeurs fondamentales ici à l'Union européenne. Et ce que cette loi en Hongrie crée, c'est la crainte que ça se développe à l'inverse de ce qui est normal en Europe. En Europe, il est normal que la presse contrôle le gouvernement et pas l'inverse. C'est ce que vous avez dit dans l'hémicycle. Alors justement, pourquoi est-ce que le Parlement européen ne prend-il pas de sanctions pour défendre la liberté de la presse, qui est l'un des fondements même de l'Union? Nous les prenons. Et j'attends avec impatience les résultats de l'évaluation de la Commission, mais comme nous sommes une communauté de droit, il faut aussi respecter les règles que nous avons. Et les règles que nous avons prévoient que le Parlement européen peut demander, avec une majorité de 2/3, à la Commission d'ouvrir une enquête contre un État membre en cas de violation grave et permanente du droit européen. Et pour constater ça, on a besoin un petit peu du temps. Et moi, j'ai demandé au président de la Commission d'accélérer ces évaluations. Ce qui veut dire que vous comptez prendre une résolution, que le Parlement va peut-être prendre une résolution prochainement?
Non, j'attends une autre chose. J'attends que après tout ce qu'il a dit aujourd'hui, après cette pression du Parlement ici, même Sarkozy et Merkel ont laissé parler leur porte-parole. J'attends, dès il y a les constats de la Commission, le gouvernement hongrois va retirer la loi et présenter un nouveau projet. Parce que le temps presse quand même, il s'agit de défendre la démocratie. On disait que quand il s'agit d'infliger des sanctions pour des questions budgétaires, la Commission européenne, l'Europe se presse souvent d'infliger ces sanctions. Mais là, il s'agit de la démocratie, de la défense même des fondements de l'Europe. Encore une fois, c'est pas facile d'intervenir directement dans la souveraineté d'un État souverain. Nous ne sommes pas une république fédérale où l'Hongrie est comparable à un État fédéral, un Bundesland de la République fédérale. Ça veut dire qu'ils sont souverains d'intervenir dans la législation d'un État souverain à des préconditions légales. Et il faut les respecter. Et ça dure un certain moment. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien ici aujourd'hui. Vous étiez témoin. Vous avez vu que la pression sur eux est extrêmement grave. Donc on peut espérer que la Hongrie d'elle-même, en tout cas que Viktor Orban de lui-même fasse quelque chose pour changer cette loi qui inquiète toute l'Europe. Alors plus généralement, au-delà de cette loi sur les médias, il y a d'autres choses, d'autres mesures prises par ce Viktor Orban, notamment ces velléités d'accorder la nationalité hongroise aux minorités magyars. Est-ce que ça vous inquiète? Parce que là, ça risque de générer quand même des soucis sur un point central, les frontières de l'Europe. Ça me préoccupe beaucoup. Je trouve aussi complètement inacceptable que l'Hongrie, comme cadeau pour la présidence, les présidences tournantes donnent toujours un cadeau au siège du Conseil des ministres. Ils ont mis un tapis de 200 mètres carrés avec l'Hongrie dans les frontières de 1848. Vous trouvez ça choquant? Ah, ça je trouve choquant. Et je trouve que surtout les gouvernements de ce pays, où il y a aujourd'hui, dans l'ordre des États souverains d'aujourd'hui, de l'Union européenne, des minorités hongroises, doivent dire quelque chose, comme la Slovaquie, comme la Roumanie. Mais j'attends aussi que dans la famille du Parti populaire européen, où siègent Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, tous les autres leaders, comme Jean-Claude Juncker et les autres, qui s'expriment sans arrêt sur n'importe quelle chose, parlent maintenant avec fermeté, avec le Premier ministre hongrois, que ça n'est pas acceptable dans une Union européenne dans le XXIe siècle. En clair, ça veut dire que tous ces chefs d'État ne mettent pas assez la pression sur Viktor Orban et qu'ils le laissent un peu des marges de manœuvre pour faire ça. Vous pensez qu'il faut qu'il soit plus ferme? Voyez, si vous regardez le débat des dernières semaines sur l'ensemble des sujets, vous voyez que ce sont les groupes politiques au Parlement européen. C'est le Parlement européen qui est le lieu du débat public démocratique en Europe. Les conseils des chefs d'État et des gouvernements, on dit sommet européen, silence intégral. Et ça, je trouve préoccupant. Si un chef d'un gouvernement trouve qu'un de ses collègues ne respectent pas les règles fondamentales, pourquoi se taire? Eux, ils réclament pour eux toujours, les chefs des gouvernements des États, qui sont eux qui décident sur l'Europe. Ils sont donc aussi eux qui se taisent, et ça, je trouve scandaleux. Alors, merci beaucoup Martin Schulz d'avoir été notre invité. On vous laisse regagner l'hémicycle et on va s'intéresser maintenant à la Belgique, un pays sans gouvernement depuis plus de 200 jours, une crise politique qui intéresse les télévisions européennes, qu'elles soient traitées avec sérieux ou ironie. Petit aperçu en images avec Céline Sixou. Nous avons décidé de ne plus nous raser tant que nous n'aurons pas de gouvernement en Belgique. Pas de gouvernement, eh bien pas de rasoir. L'appel à la grève lancé par Benoît Poelvoorde a été largement suivi par les citoyens belges, tous de plus en plus barbus. Et en Belgique, les journalistes trouvent cette initiative plutôt bien vue. Ce qui est frappant, c'est la créativité. C'est le côté finalement très très belge, avec beaucoup de recul par rapport à la situation. Du second degré, finalement. Beaucoup de second degré, mais aussi peut-être aussi évidemment beaucoup d'inquiétude. N'y a-t-il pas une loi qui dit que ces parlementaires sont obligés de former un gouvernement? Peut-on les menacer d'une peine devant un tribunal? Rasé de près, ce journaliste flamand a lui préféré exprimer son ras-le-bol face caméra. Et du point de vue des voisins hollandais, on ironise.
La Belgique a battu un record le week-end dernier. Jamais un pays européen n'est resté si longtemps sans gouvernement. Et si l'on fait le calcul, si les Belges restent encore 3 mois sans gouvernement, ils peuvent battre le record du monde. Voilà, Maroun Labaki nous a rejoint. Bonjour, vous êtes spécialiste des affaires européennes au quotidien belge Le Soir. Alors, situation totalement inédite et qui peut surprendre de l'extérieur. 200 jours sans gouvernement pour la Belgique. Qu'est-ce qui lui permettrait de sortir de l'ornière? Quel homme providentiel pour sauver le pays? Ah bah ça, si je le savais, je l'aurais annoncé plus tôt. Mais non, je crois que ce n'est pas une affaire d'homme providentiel. Je crois que la Belgique vit une transformation très profonde, un peu comme à l'image de l'Europe. Vous voyez, quand on dit les Allemands en ont marre de payer, ils se détournent un peu de l'Europe, de la construction commune, eh bien en Belgique, on a un phénomène un peu semblable, c'est-à-dire que les Flamands en ont marre de payer et qui se détournent de la maison commune. Mais comment sortir de ce blocage finalement? Bon, je crois qu'il faut revenir un petit peu à la tradition belge du génie du compromis. Voilà, c'est ça qui a fait la Belgique pendant très longtemps. Mais malheureusement, il y a une nouvelle génération qui est là. Donc, c'est pas évident. Il y a eu Herman Van Rompuy, actuellement président en exercice de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu... Que les Belges le regrettent, finalement? Oui, ils le regrettent, mais je ne suis pas sûr, honnêtement, qu'il aurait pu résoudre la situation aujourd'hui. Je pense que Herman Van Rompuy, c'est le dernier des dinosaures. Il y a une nouvelle génération et les mentalités ont changé. Herman Van Rompuy, c'est un Belge. Est-ce que les blocages viennent plutôt du côté flamand que du côté francophone? C'est-à-dire que la revendication principale vient du côté flamand. Voilà. Comme je l'ai dit, voilà, c'est un petit peu teinté de nationalisme. Ce n'est pas facile à gérer, ce ne sont pas des choses faciles à gérer. Et le parti qui a remporté les élections du côté flamand est un parti, en réalité, un parti d'opposition et qui sait bien que le jour où il va entrer dans une solution, il va perdre une énorme partie de sa popularité. En attendant, on a l'impression que cette solution est presque impossible. Est-ce que le scénario d'une partition est toujours d'actualité? Je pense qu'il n'est pas exclu. Je pense qu'il n'est pas exclu parce qu'il y a un moment, disons, chaque jour qui passe accrédite l'idée que peut-être bien qu'on va devoir arriver à une scission du pays. Mais un tel scénario serait-il dangereux et quelles conséquences aurait-il dans un pays qui héberge quand même une grande partie des institutions communautaires? Je crois qu'il n'y aurait pas de problème pour les institutions. Non, je crois qu'il y aurait un problème pour le citoyen belge parce qu'au moment où on va scinder la dette, parce que c'est ça le vrai problème. C'est ça, le ciment du pays pour le moment, c'est la dette. Si on scinde le pays, le coût de la dette va devenir exorbitant. D'autant que la Belgique est déjà attaquée sur les marchés financiers. Absolument. Les marchés anticipent ce problème. C'est pour ça qu'il l'attaque. Alors, le roi dans cette affaire, est-ce qu'il est le seul actuellement à maintenir l'unité du pays? Non, vous voyez bien, il y a Poelvoorde, mais il y a aussi toutes sortes de choses qui se passent au niveau des jeunes, des citoyens. Grâce aux réseaux sociaux, à toutes ces nouvelles technologies, il y a quelque chose qui se développe là, qui est que nous voulons un gouvernement, nous voulons un pays, nous voulons que ça avance, nous voulons une solution. Voilà, ça c'est une autre tendance lourde qui est en train d'apparaître. Et une population qui majoritairement ne veut pas de la partition? Non, je crois qu'elle ne veut pas. Et en même temps, voilà, la vérité, c'est que les Flamands ont largement voté pour un parti qui annonçait vouloir la scission du pays. Merci beaucoup, Maroun Labaki. On va maintenant au Portugal, autre pays en difficulté touché par la crise économique. Le gouvernement refuse pour l'instant toute aide du Fonds de sauvegarde européen. On en parle dans un instant avec Olivier Picard et son invité. En attendant, la population étouffe. Le reportage de Sandra Kercera qui s'est rendue au nord de Porto. C'est le lieu le plus connu de Porto. La rue Sainte-Catherine et ses commerces. Avec les soldes, les clients sont attendus pour compenser les mauvaises ventes dues à la crise. On voit beaucoup de gens qui se promènent, mais personne n'achète. Les commerçants souffrent. Certains cherchent à louer, d'autres ont fini par fermer. À côté des vitrines vides, des enseignes, comme celle-ci, avec pignon sur rue, apparaissent. Sur chacune d'elles, le même message. Ici, on achète votre or contre de l'argent liquide. Mario attire le client pour son patron.
Il dit n'avoir jamais vu ça. C'est la faim qui amène les gens ici. Ils viennent vendre leurs bijoux de famille, parfois pour quelques dizaines d'euros, pour pouvoir manger ou payer le loyer parce qu'ils n'ont plus de revenus. Dans la rue, il y a déjà 7 magasins. Au Portugal, le marché de l'or prospère, là où la plupart des familles sont confrontées à des fins de mois difficiles. Et loin du centre-ville, la situation n'est guère meilleure. Chaque matin, Clara amène ses 3 enfants prendre le petit déjeuner dans ce centre social. Après des mois de chômage et des allocations familiales réduites, elle doit faire vivre sa famille avec 400 € par mois. Ce qu'ils mangent ici, c'est déjà ça de moins à dépenser pour moi. Le lait et les céréales que j'achète, je les garde pour le repas du soir. Je gagne peu. Une fois qu'on a payé les charges, l'eau, l'électricité, il ne reste presque rien. Je suis content de venir ici. À la maison, on partait souvent sans manger à l'école. Avant, l'aide ne s'adressait qu'aux familles très précaires. Aujourd'hui, c'est la classe moyenne qui vient frapper aux portes du centre. Ces nouveaux pauvres survivent grâce à la solidarité. Ce sont des familles qui ont acheté leur maison, qui avaient un emploi depuis des années, une vie stable, qui a basculé avec la crise. Après avoir épuisé toutes leurs économies, ils arrivent ici en disant « Je n'ai plus d'argent. Je cherche un emploi tous les jours, sans rien trouver. » Isabelle assure aussi les trajets scolaires des enfants. Tu as mis ta ceinture, allez. Certains parents sans voiture profitent du voyage. Maria dit trouver là un peu de réconfort. Elle aussi a perdu son emploi. Envoyer son enfant à l'école devient difficile. L'État ne nous donne plus que 30 € d'aide. Quand je vais à la librairie acheter un livre pour mon fils, j'en dépense 25, sans compter le reste du matériel. Maria attend les 16 ans de son fils, qu'il puisse quitter l'école et travailler pour aider le foyer. Cette route, Isabelle la parcourt depuis 20 ans et le paysage a bien changé. Chaque jour, elle traverse la zone industrielle, presque morte aujourd'hui. Ici, 80% des entreprises ont fermé. Celles qui ont survécu ont des mois de salaire en retard. Nous sommes à 40 km de Porto, dans la région nord, en plein cœur du bassin de l'industrie portugaise. Des entreprises mises en difficulté par la concurrence internationale depuis quelques années déjà. Avec la crise, elles ont mis la clé sous la porte. Des fermetures qui ont provoqué le chômage de milliers de personnes, comme Manuel. Son entreprise a fermé sans donner la moindre explication. Aujourd'hui en procès avec son patron, il vient demander conseil au syndicat de l'industrie automobile. Le nombre de commandes a baissé de jour en jour. L'entreprise ne payait même plus l'électricité, alors on leur a coupé. On a arrêté de toucher nos salaires, puis ils nous ont envoyés au chômage technique, 15 jours en avril dernier. Depuis, on n'est jamais retourné travailler. Manuel gagnait 475 € par mois, le salaire minimum au Portugal. De la main-d'œuvre pas chère, qui aujourd'hui ne trouve plus sa place sur le marché du travail. Seules les entreprises qui créent des produits à forte valeur ajoutée s'en sortent aujourd'hui. Elles vendent même mieux qu'avant. Cette crise doit être une opportunité pour restructurer notre économie. Nous n'avons pas le choix. Une restructuration qui prendra du temps. La dette se creuse depuis 20 ans. Les comptes publics sont dans le rouge. Et malgré les mesures de rigueur, le Portugal devrait replonger en récession cette année. Le programme d'austérité ne résout pas les vrais problèmes de l'économie portugaise. Il permet seulement de réduire les déficits publics, mais il n'aide pas à régler le problème d'une croissance en panne et du manque de compétitivité du pays. À cela s'ajoute la faible qualification de la population. Beaucoup de chômeurs auront du mal à retrouver un emploi. Manuel le sait, il n'a aucun diplôme. À chaque porte à laquelle je frappe, j'essuie un refus. Les patrons ont toujours une bonne raison pour ne pas m'embaucher. Seule solution à ses yeux, quitter le pays, une décision qu'il redoute. Ils sont déjà près de 120 000, poussés hors des frontières par la crise.
Elisa Ferreira, bonjour. Vous êtes membre du groupe socialiste ici au Parlement européen. Vous êtes membre aussi du Parti socialiste portugais, du Premier ministre José Socrates, et vous êtes de Porto, qu'on vient de voir dans ce reportage. Alors, ce reportage, il montre un Portugal qui souffre. Est-ce que le Portugal, votre pays, est en train de devenir un pauvre de l'Europe? Bonjour, je crois que c'est un moment difficile, c'est une phase difficile. Et cette région, la région nord du Portugal, était traditionnellement la région la plus riche, où il y avait des petites et moyennes entreprises, des entreprises très compétitives, très exportatrices. Maintenant, la situation est pareille de celle-ci. Ça n'est pas la totalité du problème, parce qu'il y a aussi des nouvelles entreprises qui s'installent, des gens qui viennent de l'université, qui ont de la formation. Portugal a fait une trajectoire très très forte en termes d'éducation, formation, parce que ça a été, comme vous avez remarqué, une des fragilités les plus essentielles de la population. Mais c'est vrai qu'à ce moment-ci, c'est une situation très très compliquée et on a du mal à savoir comment en sortir, même si on est convaincu qu'on va le faire. Alors on sent une très grande détresse tout au long du reportage. Alors la dette va atteindre 86% cette année du PIB en 2011. Est-ce que le pire est encore à venir pour le Portugal? La prochaine année, ça sera difficile. C'est une année d'ajustement. Mais la question critique est de savoir si le Portugal peut maintenir la trajectoire d'investissement au niveau de la formation des gens, de l'éducation, pour être sûr d'avoir un futur. Le Portugal n'a pas eu une boule de la banque, des services financiers, n'a pas eu une boule d'habitation, n'a pas fait de la fraude dans les statistiques. Alors le problème, c'est un problème qui est très difficile, mais très européen, de savoir comment l'Europe a créé des conditions pour que les pays qui ont des fragilités en termes de compétitivité font le changement et le rattrapage. Alors justement, depuis 1986, l'Europe a beaucoup compté dans l'histoire récente de votre pays et ça crée des attentes. Alors on va écouter l'un des personnages du reportage qu'on a vu. Il a une question à vous poser. Okay. On nous demande de payer plus, on nous coupe toutes les aides et pourtant le déficit du pays augmente. On nous demande la rigueur alors que les politiques trempent encore aujourd'hui dans des affaires de corruption. Ils exigent de nous des efforts qu'ils ne font pas. Comment faire pour relancer la machine sans imposer une cure d'austérité qui crée de la pauvreté? Que proposent les politiques européens? Je ne sais pas, j'aimerais bien l'entendre. Alors l'Europe peut-elle venir au secours du Portugal encore cette fois? Je crois qu'on doit revenir sur l'origine d'Europe. Une Europe avec une monnaie unique et avec des différences si fortes entre les régions qui intègrent l'Europe a besoin de faire quelque chose de plus que d'avoir purement un pacte de stabilité et croissance. C'est pourquoi je crois que c'est très important d'établir des Eurobonds, des fonds organisés pour aider à sauver le problème, à résoudre le problème de la dette souveraine, et aussi une vraie politique de croissance et de convergence. Parce que ce n'est pas possible qu'un pays puisse faire tout ce qu'on doit faire. Oui, mais l'Europe, elle est loin, elle semble lointaine et on voit bien, les gens commencent à douter de l'Europe. Est-ce qu'elle peut concrètement, on voit la détresse, elle est immédiate, est-ce que l'Europe là-dessus peut apporter quelque chose au Portugal? Je l'espère, mais on sait que l'Europe et même le Parlement européen, la majorité des pays, ils sont politiquement très libéraux. Alors ça a des conséquences. On a une confiance presque illimitée dans le fonctionnement des marchés et la situation des pays, c'est pas seulement le Portugal, c'est une moitié de l'Europe qui souffre. Et ça veut dire qu'on ne peut pas, on doit revisiter ce qu'on fait en termes de garantir que le projet européen n'est pas contesté
chaque jour avec la situation réelle qu'on vit. Je voudrais seulement vous ajouter que, par exemple, un des problèmes de ces entreprises-là était la politique commerciale extérieure de l'Union européenne, la politique de taux de change, parce que si on fait un effort de rattrapage en termes environnementaux, par exemple, dans les entreprises, et après on importe sans aucune condition de la Chine, de l'Inde, des autres pays, ça ne va pas fonctionner. Mais le Portugal a toujours été les Portugais ont toujours été très européens. Est-ce que vous avez l'impression que cette confiance dans l'Europe, elle est en train de s'effriter ? Les gens confient, les gens ont de l'espoir, les gens sont très résistants, ils travaillent beaucoup. Mais ce n'est pas possible de dire à ces gens-là que la seule solution que l'Europe leur apporte, c'est de faire de la restriction pour des politiques de court terme et qu'il n'a pas une politique de moyen et long terme qui nous donne de l'espoir. Et très rapidement, le Portugal a encore quelque chose à offrir. Est-ce que cette crise peut aussi être un gage de modernisation du pays ? Le Portugal a 800 siècles d'existence et on a eu beaucoup de crises. L'important à ce moment-ci, c'est que l'Europe regarde la diversité de ses territoires et a une pleine conscience que la pure compétition entre les différentes entreprises avec une politique extérieure commune qui est gérée en faveur de quelques-uns et pas des autres, avec un taux de change de l'euro qui est un peu prohibitif pour les exportations, ce n'est pas une solution pour les différentes économies qui intègrent la zone euro. Elisa Ferreira, merci. C'est le moment de retrouver la question posée à Europe Direct par une de nos téléspectatrices, Julie de Montpellier, qui se demande si elle peut traverser toute l'Europe simplement munie de son permis de conduire français. On écoute la réponse d'Antonio Moreno d'Europe Direct. Bonjour Julie. En effet, vous pouvez traverser toute l'Europe avec votre permis de conduire français puisqu'il est valable dans tous les États membres. Sachez aussi que pour l'instant, chaque État membre a son propre modèle de permis de conduire, bien qu'il y ait une initiative de l'Union pour mettre en place un modèle commun qui va remplacer petit à petit les anciens et qui aura la forme d'une petite carte similaire à une carte bancaire. Alors vous aussi, à tout moment, vous pouvez demander tout ce que vous voulez sur l'Europe. Il suffit de pianoter 0800 6789 10 11. Non, l'Europe, ce n'est pas si compliqué. Et bien voilà, pour aujourd'hui en tout cas, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine à Bruxelles avec François Baudonnet et Katia Guillière. Au revoir.